Salut tout le monde. Ce soir, nous voyageons loin dans le temps et bien au nord, là où les vents glacés soufflent sur des fjords brumeux et où les histoires de Vikings ne se résument pas qu'à des pillages et des dracars. Non, ce soir, nous allons plonger dans l'intimité étrange, parfois inconfortable, mais toujours fascinante des pratiques sexuelles de l'ère viking. Imaginez-vous dans une grande halle enfumée, éclairée à la lueur tremblotante des torches, des peaux de bêtes au sol, des cris joyeux, de l'hydromel qui coule à flot et des tables de bois croulant sous les viandes rôties. Vous êtes invité à un banquet, mais ce festin ne concerne pas uniquement les ventres. Ici, la nourriture, la boisson et le sexe sont profondément liés. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous vous tenez dans l'ombre d'une poutre, observant la scène. Un vieil homme à la barbe blanche verse une boisson brune dans une corne décorée. Il entonne un toast avec une voix grave, puis la salle lève les verres. Le festin commence. Mais ici, un banquet peut très vite glisser vers autre chose. Chez certains clans nordiques, les célébrations d'hiver étaient suivies de véritables orgies rituelles. Ce n'était pas tous les jours, bien sûr, plutôt des événements de changement de saison ou des noces. Les corps nourris, échauffés par l'hydromel fermenté, cherchaient d'autres réconforts dans la nuit froide. Et dans certaines sagas, on trouve des allusions à des banquets où les peaux de bêtes ne servaient pas qu'à réchauffer les pieds. Les pratiques sexuelles, lors de ces festins, n'étaient pas forcément cachées. Au contraire, dans certains cas, elles étaient publiques, ou du moins semi-publiques. Pas dans le style des amphithéâtres romains, mais assez pour que la communauté sache ce qui se trame derrière le rideau en fourrure. Il s'agissait parfois d'une mise en scène du passage à l'âge adulte, ou d'une forme de pacte de fertilité entre deux clans. Un fait historique notable vient d'un texte islandais mentionnant une cérémonie où une jeune épouse devait partager sa couche avec les parrains de l'union. Était-ce symbolique ou très littéral? Au fond de la salle, un couple se retire derrière un rideau de lin sans que personne ne semble s'en offusquer. On vous sert un morceau de viande fumée. Elle a le goût d'un secret trop bien gardé. La chaleur de la salle devient moite, presque écrasante, et le bourdonnement des voix s'associe à une série de froissements suspects. Mais ne vous y trompez pas. Tout cela est codifié, ritualisé. Rien n'est vraiment laissé au hasard. Même l'acte sexuel pouvait avoir des fonctions politiques. Offrir une concubine lors d'un festin pouvait être un signe de paix. Refuser de consommer une union pouvait déclencher une vendetta. Oui, les alliances se tissaient aussi entre les draps. D'ailleurs, il existait une catégorie très précise de chansons paillardes chantées par les skalds pour inciter ou commémorer ces unions charnelles. Certains vers sont si métaphoriques qu'on les a pris pendant des siècles pour des récits de chasse. Et pourtant, une saga parle clairement de l'épreuve du renne à trois bois, ce qui, je vous l'accorde, n'évoque pas franchement une balade en forêt. Les anthropologues modernes ont du mal à séparer le mythe de la réalité. Une chose est sûre, les banquets vikings étaient des endroits où la nourriture et le désir fusionnaient dans une ambiance électrique. Et si vous étiez invité à l'un de ces festins, disons que vous n'auriez pas beaucoup dormi. Ou alors très profondément. Après. Mais bien sûr, tout le monde n'y trouvait pas son compte. Les esclaves, souvent présents dans ces banquets, n'étaient pas là pour danser la gigue. Leur place dans ces échanges reste floue, mais les sagas n'en parlent presque jamais. Un silence bruyant. Vous croquez dans un morceau de fromage aigre et vous sentez le picotement d'un vieux froid remonter dans vos doigts. Le feu crépite, quelqu'un rit derrière vous, une main frôle votre épaule. Une légende islandaise raconte qu'un guerrier aurait consommé une union si vigoureuse lors d'un banquet qu'il se serait démis la hanche.
l'histoire dit qu'il l'aurait ensuite réparé en s'asseyant sur une pierre bénie ou en se mariant avec une prêtresse. Là encore, les spécialistes ne sont pas d'accord. Peut-être qu'il a juste glissé sur un os de renne. Ce qui est sûr, c'est que le sexe, dans ces banquets, n'était pas tabou. Il faisait partie d'un cycle, comme le froid, la chasse et la guerre. Et si vous pensiez que votre dernier repas de famille était gênant, imaginez devoir trinquer avec votre belle-mère pendant qu'un poète scande vos prouesses nocturnes. Mais bon, c'était une autre époque. Une époque où l'on savait que les nuits sont longues, très longues, surtout en hiver, et qu'il fallait bien les occuper. Le lendemain du festin, vous vous réveillez dans une pièce obscure, allongé sur un tapis de peau de chèvre. Votre tête bourdonne légèrement. L'hydromel s'en fond, sans doute. Dehors, le vent hurle contre les parois de bois de la maison longue, mais à l'intérieur, le silence est pesant, jusqu'à ce que vous entendiez des chuchotements. Un couple discute à voix basse, puis un autre, puis un rire étouffé. Vous comprenez rapidement que vous êtes loin d'être seul, et pas seulement dans la pièce. Les Vikings avaient un rapport au lit conjugal que vous pourriez qualifier d'expansif. Bien sûr, dans les sagas les plus classiques, on parle souvent de l'époux, de l'épouse et du devoir conjugal. Mais dans certaines communautés, notamment dans les zones plus isolées de Norvège et d'Islande, on trouve trace d'accords matrimoniaux beaucoup plus flexibles. Le « au mariage élargi » est un terme moderne, utilisé pour désigner ces unions dans lesquelles plusieurs partenaires, temporaires ou permanents, pouvaient coexister dans une même relation domestique. Ce n'est pas exactement de la polygamie au sens strict, mais plutôt une série de pactes d'affection, d'alliance ou de simples convenances, partagés sous le même toit, littéralement. Imaginez un grand lit de bois, suffisamment large pour 4 à 6 personnes. Vous vous demandez si l'expression « dormir à la queue, le » pourrait venir de là. Parfois, c'était une nécessité pratique, une seule pièce chauffée pour tout le monde, et une bonne excuse pour se coller. Mais parfois, c'était tout sauf platonique. Certaines chroniques parlent de foyers où les partenaires tournants avaient des jours attribués, un peu comme un calendrier de lessive, mais avec plus d'intimité. Dans les sagas de Laxdela ou de Njal, on trouve des allusions à des femmes entretenant plusieurs liaisons, en accord tacite avec leur mari. Des accords parfois très pratiques, l'un partait à la guerre, l'autre gardait la maison, et la chaleur du foyer. Certains y voient une forme de proto-polyamour nordique, d'autres un biais littéraire lié au goût des conteurs pour les situations scandaleuses. Vous savez, comme un épisode de série où tout le monde couche avec tout le monde, mais version avec des haches et du fromage rance. Et puis il y avait les témoins de lit. Non, ce n'est pas une invention moderne. Certaines cérémonies de mariage exigeaient que des membres du clan assistent physiquement à la consommation de l'union. Pas dans un sens voyeuriste, mais comme une forme de preuve, un rituel contractuel. Vous vous dites que ça devait rendre l'ambiance du lendemain matin intéressante. Et alors, Harald, ça s'est bien passé? Très bien, merci, père. La planche du lit a un peu craqué, mais rien de grave. Charmant. Dans d'autres cas, les invités pouvaient même être invités à bénir l'union par une participation symbolique ou, plus concrète. Là encore, les sources divergent. Était-ce spirituel, physique, métaphorique? Les termes anciens sont parfois trop polis pour être clairs. Quand un texte parle de « mélanger les esprits », vous ne savez jamais s'il s'agit d'une prière ou d'une orgie rituelle. Mais attention, ne tombez pas dans le piège du fantasme romantique. Ces arrangements n'étaient pas toujours consensuels et encore moins égalitaires. Il arrivait que des femmes soient forcées d'accepter la présence d'une autre dans leur lit. Parfois, c'étaient des esclaves, parfois des invités de passage. Et dans certaines régions, un homme de haut rang pouvait exiger l'hospitalité, au sens très large. On raconte qu'un chef viking aurait offert sa femme à un seigneur suédois en guise de cadeau diplomatique. Le seigneur, visiblement gêné, aurait refusé poliment.
Le chef, outré, aurait alors dit « Tu refuses l'hospitalité de mon lit, mais tu prends celle de ma bière ?» Un sacrilège, manifestement. Cette anecdote prête à sourire, mais elle pose la question de l'hospitalité sexuelle chez les peuples nordiques. Était-ce un mythe, une hyperbole de chroniqueurs chrétiens horrifiés, ou un reflet d'une réalité où les corps servaient aussi de monnaie diplomatique? Vous vous souvenez de cette crème solaire à la crotte de crocodile des Égyptiens? Les Vikings, eux, n'avaient peut-être pas autant de fantaisie hygiénique, mais ils avaient une vision pragmatique des liens humains. Si une union pouvait éviter une guerre ou renforcer une alliance, elle valait bien une nuit de compromis. La notion d'honneur, paradoxalement, était aussi très présente. Le fait d'honorer un engagement sexuel, même partagé, était vu comme un acte de loyauté, pas une trahison. Briser un tel pacte pouvait mener à des vendettas, voire à une exclusion du clan. Dans certaines maisons longues retrouvées en Suède, des archéologues ont identifié des espaces de couchage multiples, séparés non pas par des murs, mais par des rideaux. Une forme d'intimité partielle ou de théâtre social. Vous imaginez? Des couples qui s'aiment, se détestent, se remplacent, le tout à quelques mètres de distance, derrière un rideau en lin jauni. Vous vous retournez dans le lit et sentez la chaleur de quelqu'un dans votre dos. Un murmure à votre oreille. Vous ne comprenez pas les mots, mais le ton est complice. Bienvenue dans le mariage viking. Un peu flou, un peu grinçant, mais toujours très chaleureux. La maison longue et calme, baignée par une lumière laiteuse, filtrant à travers de fines peaux tendues sur les ouvertures. Vous errez entre les poutres de bois, les pas étouffés par la fourrure au sol. Puis, dans un recoin poussiéreux, vous tombez sur un coffret. Sculpté, rongé par le temps, vous l'ouvrez. À l'intérieur, des petits objets gravés, des os polis, des fragments d'ardoise, des morceaux de bois noircis, chacun d'eux couverts de signes, des runes, des inscriptions anciennes, énigmatiques, parfois ésotériques, et certaines, franchement, très osées. Vous pensiez que les runes servaient à invoquer Odin ou à bénir les récoltes? Bien sûr. Mais parfois, elles servaient surtout à maudire un rival amoureux, à attirer la fertilité, ou à enregistrer un moment embarrassant sur une tablette d'histoire. Sur l'un des fragments, à moitié effacé, vous lisez un mot runique qui se traduirait par « qu'il tombe mou devant elle ». Charmant et étonnamment spécifique. Les Vikings utilisaient les runes comme un moyen d'expression multiple, messages, prières, malédictions, chroniques et, parfois, des graffitis particulièrement douteux. Il existe des inscriptions retrouvées dans des latrines ou sur des parois de grottes évoquant des désirs inassouvis, des frustrations charnelles ou même des blagues potaches sur des parties du corps. Un exemple célèbre, une inscription retrouvée à Bergen, en Norvège, gravée sur un bâtonnet de bois. Traduction approximative. Je veux aller avec toi dans le lit de foin, suivie d'une liste anatomique. Les linguistes ont longtemps débattu sur la nature exacte de cette déclaration. Poème d'amour maladroit, invitation directe ou expression codée d'un pacte rituel. Car oui, certaines runes sexuelles avaient un rôle mystique. Elles servaient à appeler la fertilité. Pas uniquement la fertilité agricole, hein? On parle ici de petits vikings à venir. On les plaçait sous l'oreiller ou dans un coin du lit conjugal, accompagnés parfois de symboles phalliques sculptés. Vous vous dites que c'est l'ancêtre viking du test de grossesse psychologique. L'un des objets les plus étranges jamais retrouvés dans une sépulture est un talisman runique gravé d'une prière implorant la virilité éternelle pour le défunt. Imaginez ça gravé sur votre épitaphe. Sigi Olaf, fort jusqu'au bout. D'autres runes, plus sombres, servaient à maudire un rival. Un fragment trouvé dans une tombe islandaise évoque la chute du membre de l'envieux. Vous pensez immédiatement à une punition divine ou à une très mauvaise posture au lit? Dans tous les cas, il semble que les Vikings croyaient au pouvoir des mots sur le corps. Une pensée très moderne, au fond, sauf qu'ici,
les mots étaient gravés dans l'os. Mais parfois, les runes racontent aussi des histoires de cœur. Certaines pierres portent des initiales, des jeux de mots amoureux, des déclarations tendres. Un fragment retrouvé dans le sol gelé du Groenland nordique dit simplement « Elle est plus chaude que le feu ». Poétique, non? Enfin, pour quelqu'un qui dort à côté d'un feu de tourbe. Un autre artefact fascinant est ce qu'on appelle le Galdrastafur, un type de sigil magique nordique. Certains avaient des formes très évocatrices, spirales, croix à double branche et autres arrangements géométriques censés stimuler les ardeurs. Les couples les portaient en pendentif ou les frottaient directement sur la peau avec des huiles parfumées. Et là, vous vous souvenez que l'huile à base de poisson fermenté était très populaire. Une ambiance aphrodisiaque assez intense. Une rune très controversée, trouvée sur un bijou du 9e siècle, semble représenter deux personnages entrelacés, avec l'inscription « Partage de la chaleur dans la nuit des morts ». Certains y voient une métaphore funéraire. D'autres, une allusion au sexe lors de rituels hivernaux. Un chercheur danois l'a même interprété comme une célébration du plaisir charnel face à l'obscurité de l'hiver. Poétique. Ou carrément morbide. Mais attention, l'écriture runique est pleine de pièges. Certains symboles ont plusieurs sens. Le même glyphe peut vouloir dire fertilité ou défaite. Alors imaginez les erreurs de traduction. Une femme pensant prier pour des jumeaux et obtenant un champ de navets. Et puis, il y a les messages malicieux laissés par des adolescents vikings. Une planche gravée au revers d'un siège en Suède porte cette inscription. Thorolf s'est assis ici, puis a eu envie de... Je vous laisse deviner la suite. Elle n'a pas été traduite officiellement, ni enseignée à l'école d'ailleurs. Mais ce qui frappe le plus dans ces inscriptions, c'est leur franchise. Une absence totale de honte, mais aussi une absence d'excès. Pas de vulgarité gratuite. Les mots sont crus, mais intégrés dans un système de croyances, de magie, de quotidien. Le sexe n'est ni tabou, ni sacralisé à outrance. Il est, tout simplement. Et vous, penchés sur ces fragments, vous commencez à sentir leur pouvoir. Le froid de la pierre, la forme des runes, l'écho des passions anciennes. Une brise glacée traverse la salle, faisant voler une plume de canard sur le sol. Vous vous demandez alors si ces runes pourraient encore fonctionner. Si quelqu'un, quelque part, ressent soudain une étrange chaleur au creux du ventre sans savoir pourquoi. Ou, au contraire, une soudaine incapacité à honorer le lit conjugal. Et tout ça à cause d'un os oublié dans une boîte en bois. Vous reposez les fragments avec précaution. Qui sait? Peut-être que certaines malédictions ont une date d'expiration très longue. Le vent souffle plus fort ce soir. Vous avancez à travers les brumes de la côte, vers une ferme viking isolée au bord d'un fjord. À l'intérieur, une femme tresse calmement ses cheveux en écoutant les discussions de son père, de ses frères et de l'homme qu'elle est censée épouser demain. Elle ne dit pas un mot. Vous réalisez lentement que son silence n'est pas un choix. Il est une condition. Dans le monde viking, le mariage n'était pas exactement une histoire d'amour. Il était d'abord et avant tout une affaire de clan, de terre, de bétail, de réputation et surtout de stratégie. Et la question du consentement, eh bien, disons que ce mot aurait eu du mal à trouver sa place dans une conversation de Longhouse. Le mariage se décidait souvent entre deux hommes, parfois trois. Le père de la mariée, le prétendant et un chef de clan ou un arbitre local. Pendant ce temps-là, la future épouse, elle, triait les haricots secs. Littéralement. Une façon comme une autre de passer le temps pendant qu'on négociait le reste de sa vie. Mais attention, dans certaines régions d'Islande et de Norvège, les femmes pouvaient théoriquement refuser un mariage. Le hic, il fallait avoir un père indulgent ou être veuve. Les veuves avaient parfois un peu plus de pouvoir. Un peu, hein, disons, une demi-voix dans un chœur d'hommes armés. Et pourtant, tout n'était pas toujours aussi rigide.
Il existe des histoires de femmes ayant fui un mariage arrangé pour rejoindre un amant secret ou pour se réfugier dans un monastère chrétien, ce qui était, ironiquement, une forme de libération. Dans l'une des sagas, une certaine Helga aurait frappé son fiancé à la tête avec une cuisse de mouton congelée après avoir appris les termes du contrat de mariage. Un geste fort. Mais dans bien des cas, les mariés étaient en réalité déjà connus de leur futur mari, parfois même trop bien. Les unions entre cousins proches étaient monnaie courante. C'était une manière de garder les terres dans la famille. Vous imaginez le discours. « Tu connais déjà Sven, ma chérie. Il t'a poussé dans la mare quand vous aviez 6 ans. Vous allez très bien vous entendre. » Ce genre d'union, de nos jours, ferait froncer bien des sourcils. Mais à l'époque, cela passait pour une gestion responsable du patrimoine. Et parfois, la relation était déjà entamée depuis longtemps. On a retrouvé des lettres runiques, et oui, encore elles, entre des jeunes gens promis depuis l'enfance, mêlant tendresse et promesses très charnelles. Mais le plus troublant, ce sont ces traditions où la femme devait accepter le mariage, par une démonstration publique de son corps. Certaines sagas parlent de femmes exposées à la vue du village, habillées de manière provocante, par standard de l'époque, entendons-nous, afin de prouver leur maturité, leur fertilité ou leur soumission. Là encore, la frontière entre mythe et réalité est brumeuse. Les historiens débattent toujours, était-ce une vraie coutume, une mise en scène chrétienne pour diaboliser les païens, ou une extrapolation tardive à partir de descriptions rituelles mal comprises. Une chose est sûre, l'intimité des femmes vikings était rarement un territoire privé. Le clan tout entier pouvait s'y intéresser. Les tantes, les grands-mères, les voisines, tous avaient leur mot à dire. Vous ne vous mariez pas à un homme, vous épousez son village. Et puis il y avait le prix de la mariée. Non, ce n'est pas une image. C'était un vrai prix, en tête de bétail ou en objet de valeur. Une dot viking pouvait inclure des bijoux, des terres ou un bateau. Et parfois, la mariée elle-même n'était qu'un élément parmi d'autres dans la transaction. Je te donne 2 vaches, une broche en argent et ma fille cadette. Marché conclu. Cela dit, tout n'était pas sinistre. Certains couples se découvraient, s'aimaient et construisaient une relation solide malgré tout. Les sagas nordiques regorgent de lettres, de poèmes, de promesses murmurées au coin du lit, des liens tissés entre les obligations sociales, une étincelle de tendresse au milieu du calcul. Une légende danoise raconte l'histoire d'un couple marié de force qui, après des années de vie commune, aurait demandé à renouveler leurs vœux lors d'un rituel païen interdit. Ils auraient récité des poèmes à tour de rôle, se remerciant pour les années passées. À la fin, ils auraient dansé sous la neige. Et, selon la saga, ils seraient morts ensemble le même hiver, main dans la main. Une image qui réchauffe un peu, non? Mais ce n'est pas toujours ainsi que l'histoire se termine. D'autres mariages se sont effondrés sous le poids des non-dits, des clans en guerre ou simplement du silence imposé à l'un des 2 époux. Vous regardez la jeune femme de tout à l'heure. Elle se lève, elle va se marier. Elle n'a pas choisi, mais dans son regard, vous lisez autre chose. Une lueur, un soupçon de défi. Peut-être que, même dans le silence, certains choix finissent par se faire entendre. La nuit est tombée, mais la maison longue reste éveillée. Des torches crépitent, projetant des ombres étranges sur les murs de bois gravés. L'odeur de suif et de peau fumée flotte dans l'air. Dans une petite pièce voisine, séparée par une simple tenture, un groupe de femmes entoure une jeune fille. Elle va être fiancée demain. Et ce soir, elle doit passer une épreuve. Vous vous approchez discrètement. Personne ne vous voit. Les femmes chantent doucement. L'ambiance est solennelle, mais aussi troublante. Ce que vous allez découvrir n'est pas une cérémonie classique. C'est un test. Dans certaines traditions nordiques, avant de conclure un mariage, il fallait s'assurer que la future épouse était prête. Et ce mot, prête,
cachait une multitude d'interprétations. Fertile, docile, endurante, pure, selon des critères définis par les anciens, mais jamais vraiment écrits noir sur blanc. Une des pratiques les plus intrigantes, rapportées par les sagas, est celle de l'épreuve de la ceinture. La fiancée devait porter une ceinture tissée, bénie par une femme âgée du clan, puis présentée devant le conseil familial. Si la ceinture était propre, comprenez, sans trace ou altération visible après plusieurs jours, cela signifiait que la jeune femme n'avait pas connu d'homme, ou du moins que personne ne pouvait le prouver. Une méthode scientifique, n'est-ce pas? Certains historiens modernes pensent que cette ceinture n'était qu'un symbole, une sorte de métaphore morale. Mais d'autres, plus aventureux, croient qu'il existait bel et bien des examens physiques de virginité, menés par des matrones. Une anecdote étrange, rapportée dans un manuscrit islandais, évoque une coutume où la future mariée devait attraper un poisson vivant avec ses mains, les yeux bandés, pour prouver sa pureté d'intention. Si le poisson s'échappait, c'était mauvais signe. Là encore, métaphore, ou preuve que les tests vikings mêlaient l'utile, le symbolique et l'humiliant. Et puis, il y avait l'épreuve du bain. Dans certaines familles riches, une fiancée devait être baignée en public avant la cérémonie. Ce n'était pas un bain de détente, plutôt un rituel, au cours duquel des aînés frottaient à la jeune femme avec des herbes, parfois très piquantes, comme l'ortie. Ce frottement n'était pas uniquement hygiénique, on disait qu'il permettait de révéler les secrets du corps. Toute cicatrice, toute marque suspecte pouvait être interprétée comme un signe de comportement passé, disons enthousiaste. Et si vous pensiez que seuls les hommes exigeaient ce genre de test, détrompez-vous. Certaines femmes de haut rang, mères de futurs époux, prenaient très au sérieux leur rôle de gardienne de l'honneur. Il existe un passage dans une saga où une belle-mère impose à sa future bru une série de questions personnelles lors d'un tissage collectif. Chaque mauvaise réponse valait une claque, avec une sandale en bois. Vous vous souvenez du poisson? Dans une version alternative du mythe, il est remplacé par un harengue fumé. Allez savoir si c'est un adoucissement chrétien ou une punition olfactive. Mais soyons clairs, toutes les femmes n'acceptaient pas ces tests. Certaines y résistaient, d'autres les détournaient. On rapporte le cas d'une jeune fille dans les îles Lofoten qui aurait glissé de la neige dans sa ceinture rituelle pour en effacer toute trace suspecte. Résultat, elle passa l'épreuve et épousa un fermier 2 fois plus âgé qu'elle. Victoire relative. Il existait aussi des chants de protestation. Oui, des chansons moqueuses composées par des jeunes femmes que l'on chantait à voix basse pendant ces rituels. L'un d'eux dit, en traduction approximative, « Si mon honneur est un fil, alors coupez-le et donnez-moi un nouveau. » Un vers rebelle cousu au milieu d'une mélodie douce. Mais le plus controversé reste le fameux test du sommeil partagé. Dans certaines zones rurales, on plaçait la future épouse et le futur mari dans le même lit, parfois pendant plusieurs nuits, sans qu'ils ne puissent se toucher. Des témoins dormaient dans la pièce pour s'assurer qu'ils restaient sages, une forme de pré-mariage sous surveillance. Vous imaginez la gêne. Tu dors? Non. Tu peux arrêter de respirer aussi fort. Romantique à souhait. Était-ce une manière de tester la retenue des futurs époux? Ou un piège pour attraper les impatients? Certains pensent même que c'était une façon détournée de s'assurer de la compatibilité sexuelle, en observant ce qui se passait, ou ce qui ne se passait pas. Et vous, dans tout ça, vous êtes toujours dans cette pièce, à écouter les chants, à observer la jeune fille qui baisse les yeux pendant qu'on vérifie ses poignets, ses cheveux, sa démarche. Un murmure passe entre les femmes. Elle a réussi. L'épreuve est validée. Mais vous vous demandez, qu'a-t-elle vraiment prouvé? Et à qui? Peut-être que ce n'était pas pour son futur époux, peut-être que c'était pour elle-même, pour savoir, au fond, ce qu'elle valait dans un monde où la valeur d'une femme se mesurait souvent en silence. Un matin brumeux se lève sur la vallée. Vous marchez entre les pierres dressées
d'un ancien cimetière viking, le givre crissant sous vos pas. Autour de vous, les stèles sont penchées, couvertes de mousse. Certaines sont gravées, d'autres restent muettes. Mais toutes racontent la même chose, la fin d'un voyage. Et parfois, le début d'un autre. Car dans certaines traditions nordiques, la mort n'était pas la fin du désir. Elle était un passage, oui, mais aussi un moment sacré, et parfois charnel. Vous entrez dans un tumulus ouvert par des archéologues. À l'intérieur, des restes humains, des objets précieux, des armes et parfois des traces de gestes troublants. Les rituels funéraires vikings ont toujours fasciné les chercheurs. On pense immédiatement aux grands bûchers, aux navires en flammes, aux cris de guerre mêlés aux larmes. Mais dans certains cas, il y avait autre chose. Une intimité étrange, presque dérangeante. Prenez le récit célèbre du voyageur arabe Ahmad ibn Fadlan, qui a assisté aux funérailles d'un chef viking près de la Volga. Il raconte, avec force détail, qu'une esclave fut sacrifiée pour accompagner son maître dans l'au-delà. Mais avant cela, elle fut servie par plusieurs hommes. Certains chercheurs interprètent cela comme un rituel de transition, d'autres comme une violence ritualisée, et certains, moins nombreux, mais tout aussi sérieux, y voient une forme de rite sexuel sacré, destiné à unir les énergies du vivant et du défunt. Dans certaines traditions scandinaves, des chants rituels étaient entonnés autour du corps. Ces chants évoquaient la fertilité, les récoltes à venir et parfois, étrangement, les plaisirs de la chair. Le message implicite: la vie continue. La mort n'éteint pas le désir, elle le transforme. Un exemple surprenant vient d'un poème vieux norrois fragmentaire retrouvé dans un monastère islandais. Il décrit une cérémonie où la veuve du défunt s'allongeait seule dans le lit conjugal, entourée de symboles, une torche, une corne d'hydromel, une sculpture en forme de bateau. Pendant la nuit, elle devait parler au vide, et parfois, plus. Certaines versions racontent que la veuve pouvait être visitée en rêve par son époux ou par une entité divine chargée de conclure la séparation. Ces visions, ou hallucinations induites par l'épuisement et le chagrin, étaient interprétées comme des messages ou des actes d'amour posthumes. Vous vous souvenez des runes érotiques? Certaines d'entre elles ont été retrouvées dans des tombes, des souhaits gravés pour l'au-delà, qu'elles ressentent encore ma chaleur, ou que la flamme ne s'éteigne jamais entre nous, des déclarations tendres ou des obsessions figées dans le bois. Et puis, il y a les objets, des statues phalliques, des pendentifs en forme de vulve stylisée, des amulettes de fertilité. Dans certaines tombes, on a même trouvé des instruments sculptés qui laissent peu de place à l'imagination. Des jouets, des reliques sacrées, ou les deux. Certains veulent y voir une preuve de spiritualité incarnée. D'autres, une collection d'objets funéraires destinés à rappeler la vie, jusque dans ses plaisirs. Une théorie controversée affirme même que dans certaines régions, un rituel impliquait que la tombe du défunt soit visitée par une jeune vierge, chargée d'y verser de l'hydromel nuptial. Ce serait, selon cette lecture, une sorte d'union symbolique entre les générations. Aucune preuve directe ne le confirme, mais plusieurs sagas mentionnent des veillées de l'hydromel qui ressemblent de fort à cela. Vous vous penchez sur une stèle en pierre. Elle est couverte de mousse, mais sous vos doigts, vous sentez un motif sculpté, 2 serpents entrelacés. Dans la mythologie nordique, ils symbolisent la continuité, la reproduction, le cycle éternel. Vous frissonnez. Est-ce l'humidité ou autre chose? Un chant s'élève dans votre mémoire. Une voix féminine, basse, monotone. Elle raconte l'histoire d'un homme mort à la guerre, dont l'âme ne trouvait pas le repos, tant que son épouse ne lui offrait pas un dernier baiser. Et elle le fit, longtemps, silencieusement, en murmurant les mots de leur première nuit. Est-ce romantique, étrange, macabre? Peut-être tout à la fois. Ce qui est certain, c'est que dans l'univers viking, le sexe n'était pas cantonné à la vie. Il accompagnait les âmes, il liait les générations.
il rassurait les vivants, et parfois, il déroutait les morts. Vous vous redressez, une corne de brume résonne au loin, et soudain, vous comprenez pourquoi les flammes des bûchers vikings semblaient danser si étrangement dans la nuit. Peut-être portaient-elles plus que des cendres. Peut-être emportaient-elles aussi les soupirs. La brume se lève sur une île perdue, quelque part au nord de la Baltique. Vous vous trouvez au bord d'un rivage glacé, les pieds dans une herbe trempée de rosée. Devant vous, une forêt sombre et plus loin, des chants, étranges, graves, féminins. Vous avancez, lentement, vers ce son qui vous attire comme une promesse ou un avertissement. On raconte qu'il existait, dans l'ancien monde scandinave, une île isolée où vivaient des prêtresses guerrières. Elles n'étaient ni simples druidesses, ni boucliers humains pour les dieux. Non, ces femmes formaient un ordre particulier, des gardiennes de rites sexuels sacrés, transmis de mère en fille, en secret. Les sagas les évoquent à demi-mot. On les appelle parfois les Blodgijur, les prêtresses du sacrifice. Mais le mot « sacrifice » ici ne parle pas de sang. Il parle d'énergie, de fusion, de plaisir sacralisé. Selon certains récits, ces femmes menaient des cérémonies érotiques destinées à honorer Freyr, le dieu de la fertilité et des moissons. Leur mission? Canaliser les forces du désir pour garantir l'abondance et l'équilibre du clan. Un temple de bois aurait existé sur cette île, jamais retrouvé par l'archéologie, orné de sculptures suggestives et de fresques évoquant des scènes d'union charnelle, mais stylisées, symboliques. Le sol y aurait été couvert de mousse et de lin tissé, les murs parfumés à la résine et à l'écorce chaude. Mais ce n'était pas un lieu ouvert à tous. Les hommes n'y étaient admis que sur invitation, lors de cérémonies très précises. Et même là, ils ne participaient pas forcément. Parfois, ils observaient. Parfois, ils priaient. Parfois, ils offraient leurs semences dans un bol rituel sans jamais toucher personne. Un concept original de chasteté partagée, dirait-on. Les prêtresses, elles, n'étaient pas tenues à la monogamie, ni à l'abstinence. Leur corps était un canal, un outil sacré, et dans certaines sagas interdites, celles que les copistes médiévaux préféraient oublier dans une marge, on trouve des allusions à des pratiques mêlant méditation, chants gutturaux et stimulation collective. Vous pensiez que les retraites spirituelles modernes étaient osées? Essayez de faire du yoga avec un marteau de Thor à la main et une invocation païenne sur les lèvres. Pour certains, ce n'est qu'un fantasme né des peurs chrétiennes envers les femmes autonomes. Pour d'autres, les traces sont trop nombreuses pour être ignorées. Des bijoux très particuliers, retrouvés en Estonie, comportent des symboles identiques à ceux décrits dans les contes, entrelacés, puissamment suggestifs, toujours féminins. Une tablette en bronze retrouvée à Bornholm porte une inscription mystérieuse. « Les flammes s'éveillent par nos mains. Nous guidons la sève. » Poétique. Ou très, très explicite. La plus célèbre de ces femmes serait la mystérieuse Hildre, mentionnée dans une saga perdue, transmise par tradition orale. Hildre aurait guidé de jeunes femmes vers la connaissance du plaisir sacré à travers des danses au bord de l'eau, des bains de vapeur et des massages à l'huile de phoque. Une ambiance spa avec une dimension cosmique. Vous froncez les sourcils, légende ou réalité. Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que dans la mythologie nordique, les femmes sont rarement passives. Elles sont guerrières, voyantes, accoucheuses de Dieu. Le fait qu'un ordre secret de prêtresses sexuelles ait pu exister n'a donc rien d'improbable. D'autant que certains écrits ecclésiastiques du XIe siècle dénoncent les pratiques lubriques et démoniaques de femmes isolées dans les forêts du Nord. Les mots sont forts. Mais derrière la rhétorique chrétienne, on sent une réelle crainte, celle de femmes qui n'obéissent pas, ni aux lois, ni aux hommes, ni aux dogmes. Et puis, il y a les récits populaires, des contes racontés au coin du feu. Une femme qui fait fleurir les champs
après une nuit dans un cercle de pierre. Une autre qui guérit les fièvres par des caresses nocturnes. Une troisième qui ensorcelle un village entier simplement en dansant nu sous la pleine lune. Fantaisie? Peut-être. Ou souvenir flou d'un ordre ancien, effacé par le temps, mais pas totalement oublié. Vous arrivez enfin à la clairière d'où venaient les chants. Elle est vide, mais au sol, des traces, des empreintes nues, et au centre, une pierre plate, chaude malgré l'air glacial. Vous vous asseyez, fermez les yeux, et pendant un instant, vous sentez quelque chose. Vous frôlez l'épaule. Un souffle, une mémoire, une énergie qui vous rappelle que le corps, même dans l'Antiquité, n'était pas qu'un instrument de survie. Il était aussi un temple et, parfois, un autel. La porte claque derrière vous. Vous entrez dans une salle basse de plafond, éclairée par des torches qui projettent des ombres dansantes. Au centre, une grande table. Autour, des visages tendus. Des hommes barbus. Des femmes aux cheveux relevés. Et tout au bout, un homme debout, les bras croisés, qui s'apprête à parler d'une voix forte. Ce soir, on juge. Dans les sociétés vikings, les règles sexuelles ne relevaient pas du privé. Elles étaient publiques, exposées et, parfois, débattues à haute voix devant la communauté entière. Imaginez votre vie intime passée en revue devant vos voisins, vos cousins et peut-être même votre grand-mère. Bienvenue au Thing, l'assemblée locale où l'on réglait tout, vols, blessures et comportements jugés non virils. Car oui, la virilité, et ce qu'elle impliquait ou interdisait, faisait partie intégrante des normes sociales. Être un homme, ce n'était pas seulement porter une hache et crier sur un champ de bataille. C'était aussi adopter une posture sexuelle bien définie, active, dominante, reproductive. S'en écarter, même légèrement, pouvait vous coûter cher. Prenons le cas documenté de plusieurs hommes accusés de hergie, un terme intraduisible désignant à la fois l'efféminement, la passivité sexuelle et parfois l'homosexualité passive. L'accusation d'hergie n'était pas seulement une insulte, c'était un crime. Pas parce que le sexe entre hommes était interdit. En réalité, il était plus toléré que dans d'autres cultures contemporaines, mais parce qu'il pouvait remettre en question les rôles sociaux assignés. Être traité de ragueur, récepteur sexuel, revenait à être perçu comme inférieur, dégradé, voire indigne d'hériter ou de siéger au conseil, et cela, ça ne passait pas. On sait que certains hommes furent bannis pour avoir pris plaisir comme une femme. Mais dans d'autres sagas, ces mêmes accusations semblent être des armes utilisées dans des conflits de pouvoir, pas des condamnations morales. Et puis, il y avait les femmes. Elles n'étaient pas épargnées par les procès du désir. Une femme trop indépendante, trop expressive ou soupçonnée d'adultère pouvait être publiquement humiliée. Mais, twist inattendu, dans certaines communautés, les femmes pouvaient aussi accuser les hommes d'inefficacité. Au lit. Oui, c'était rare. Mais ça arrivait. Une anecdote croustillante. Dans une saga peu connue, une femme nommée Randveig aurait porté plainte contre son mari en affirmant que sa flamme était comme une bougie mouillée par la pluie. Traduction. Il n'assurait pas. Le conseil aurait ri. Le mari aurait rougi. Et la femme, elle aurait obtenu le droit de chercher ailleurs, selon les termes du jugement. Justice poétique? Peut-être. Mais attention, tout cela se passait dans un cadre rituel et public, où l'humiliation pouvait être aussi brutale que symbolique. Un homme reconnu coupable de comportements sexuels honteux pouvait être contraint de porter des vêtements féminins pendant une semaine, ou de chanter des ballades ridicules en place publique. Pas de prison, pas de torture, mais une punition sociale qui marquait profondément. Vous vous souvenez de cette île aux prêtresses? Imaginez qu'un homme y ait été envoyé pour rééducation. Certains contes populaires suggèrent que cela existait, une sorte de pénitence sensuelle, où l'on réapprenait à honorer les dieux par le plaisir approprié. Une idée intrigante?
ou une invention postérieure pleine de fantasmes. Les sources sont muettes, mais les rumeurs persistent. Et il y avait pire encore, l'oubli officiel. Parfois, un homme accusé de comportements jugés indignes n'était pas puni. Il était ignoré, plus de place à la table, plus de droit à la parole, pas même une mention dans les actes, comme s'il n'avait jamais existé. Une forme d'effacement qui glaçait bien plus que le bannissement. Car dans une culture où la mémoire était tout, où les poèmes, les chants et les noms transmis étaient une forme d'immortalité, ne plus être cité, c'était pire que la mort. Mais parfois, l'Assemblée faisait preuve d'ironie. Une saga évoque un homme condamné pour avoir chanté d'étranges chansons pendant l'acte. Il aurait été forcé de chanter chaque jour au marché sous la surveillance d'un mouton blanc. Pourquoi un mouton? Nul ne sait. Peut-être parce que c'est encore plus humiliant quand on ne comprend pas la punition. Et vous, dans tout ça, vous êtes toujours dans cette salle à observer. Les voix montent, l'accusé tremble. Quelqu'un brandit une rune, la communauté débat. Et peu importe la vérité. Ce qui compte ici, c'est ce qu'on croit, ce qu'on partage, ce qu'on décide de condamner ou de tolérer. Vous comprenez alors que chez les Vikings, le sexe n'était jamais qu'une affaire de lit. C'était aussi une affaire d'image, de réputation, d'honneur collectif, et que parfois, la chose la plus dangereuse à faire sous une peau de bête, c'était d'être vous-même. La mer gronde doucement. Vous marchez sur un port viking au petit matin. Des mouettes criardes planent au-dessus des dracars, des marins déchargent des tonneaux, et au loin, sur un quai de bois mouillé, une file de femmes se tient debout. Certaines sont enchaînées. D'autres tiennent des paniers. Difficile de dire, d'un simple regard, lesquelles sont des marchandes et lesquelles sont des marchandises. Car chez les Vikings, comme dans bien des sociétés anciennes, le sexe, le mariage et l'esclavage formaient parfois un nœud serré, presque impossible à démêler. Les femmes captives occupaient une place ambiguë. Elles pouvaient être esclaves sexuelles, servantes de maison, compagnes de lit temporaires ou épouses honorées. Parfois même tout cela à la fois, au fil du temps, au gré des alliances, des rachats, des pertes de statut ou de gains de faveur. Imaginez une jeune femme saxonne capturée lors d'un raid sur la côte anglaise. Elle est emmenée en Norvège, vendue à un fermier. Pendant 1 an, elle dort sur la paille, nourrit les porcs, subit la condescendance des maîtresses de maison et, parfois, les avances du maître. Et puis, un hiver, le fils du fermier tombe amoureux. Elle lui répond, peut-être par stratégie, peut-être sincèrement. Il l'épouse, elle change de statut, et soudain, la servante devient la dame, avec ses propres esclaves. Un retournement de situation, ou simplement un autre cycle d'enfermement. Les lois scandinaves de l'époque autorisaient un homme libre à épouser une esclave, à condition de la franchir. Mais cela ne signifiait pas une égalité réelle. Le passé de la femme restait connu, parfois rappelé lors de disputes. Une insulte courante dans les sagas, fils d'une esclave à genoux. Une manière de discréditer un homme en s'en prenant à l'origine de sa mère. Vous sentez que les cicatrices sociales duraient bien plus longtemps que les chaînes. Et pourtant, certains couples formés dans ces circonstances duraient. Des sagas évoquent des femmes captives devenues conseillères de leur mari, parfois même co-dirigeantes de fermes ou de petites communautés. Une légende danoise parle d'une ancienne esclave devenue prêtresse de Freyja, respectée pour sa sagesse et crainte pour ses malédictions. Mais attention à ne pas idéaliser. Car pour beaucoup, le passage par l'esclavage sexuel n'était jamais suivi d'un mariage. C'était un oubli progressif. Une vie brisée, rangée dans un coin de maison, comme un meuble utile mais silencieux. Et certaines femmes restaient partagées entre frères ou associés. Oui, littéralement. Dans une chronique norvégienne du Xe siècle, un marchand cite 3 esclaves comme dot mobile, elles pouvaient accompagner un héritage,
comme un champ ou un bateau. L'une d'elles, notée comme Ahasa aux yeux gris, est mentionnée comme attachée à un accord d'hiver, une formulation qui donne des frissons. Une saga islandaise, pleine de bruit et de larmes, raconte l'histoire d'un chef qui tombe amoureux d'une esclave irlandaise. Il refuse de la franchir pour éviter les soupçons de ses pairs. Mais chaque nuit, il écrit pour elle des poèmes en secret, gravés sur des copeaux de bois qu'il cache sous son oreiller. Le jour de sa mort, on retrouve ces fragments. Et dans l'un d'eux, il dit « Tu étais lié par des chaînes, mais c'est moi qui ne pouvais m'éloigner. » Les érudits modernes débattent toujours de la véracité de cette histoire. Mais les copeaux existent. On les a retrouvés, carbonisés, dans une tombe secondaire. Et puis, il y a le cas des enfants. Un enfant né d'une esclave et de son maître pouvait, selon la loi locale, être reconnu. Ou pas. Cela dépendait du statut du père et de son humeur. Certains furent élevés comme des fils, d'autres relégués aux basses tâches ou vendus à leur tour. Un monde dur où même l'innocence avait un prix variable. Mais parfois, l'amour franchissait ses barrières. Des lettres runiques, retrouvées dans une cache secrète, évoquent une jeune femme affranchie qui écrivait à sa sœur encore captive. Elle décrit sa nouvelle vie. Le feu chaud, le mari silencieux mais doux, les enfants qu'elle élève. Et cette phrase, gravée maladroitement, « Je ne suis plus un objet. Je suis peut-être quelqu'un. Peut-être. » Vous regardez cette file de femmes sur le quai. Certaines ont le regard fier, d'autres fuirent les yeux. Une jeune fille serre contre elle une petite statuette de bois, Freyja, la déesse de l'amour et de la guerre. Car dans ce monde-là, l'amour était parfois une conquête, parfois une ruse, parfois une tragédie, et parfois une victoire très discrète, gravée dans le silence. Vous marchez à travers une clairière brumeuse. Le sol est couvert de mousse, les arbres forment une voûte silencieuse au-dessus de votre tête. Puis, comme surgi d'un rêve, vous apercevez une petite construction en pierre et en bois. Elle est simple, mais ancienne. Des symboles sont gravés sur les linteaux, des blés entrelacés, un sanglier, une paire de cornes. Vous êtes devant un sanctuaire oublié, dédié à Freyr, le dieu de la fertilité. Freyr, ce dieu étrange que les Vikings vénéraient autant pour ses pouvoirs sur la moisson que pour ses attributs très généreusement sculptés dans les statues de bois le représentant. Oui, très généreusement. Ce n'est pas une exagération. Plusieurs figurines découvertes par des archéologues arborent des phallus plus longs que leurs bras. Un style artistique affirmé. Vous poussez la porte. À l'intérieur, il fait chaud. De la fumée monte d'un brasero en pierre. L'air sent le pain, la cire et quelque chose d'autre, de musqué. Dans un coin, une statue de Freyr trône, le regard serein, les mains posées sur ses cuisses nues comme s'il vous accueillait ou vous jaugeait. Ici, les rites étaient secrets, discrets, mais puissants. On raconte que les prêtres et prêtresses de Freyr menaient des rituels saisonniers, notamment au solstice d'été et au retour du printemps, destinés à garantir l'abondance, la fécondité et la satisfaction des couples. Ces cérémonies pouvaient inclure des danses, des chants et des unions rituelles, pas toujours simulées. Des sources fragmentaires évoquent des couples choisis pour représenter l'union divine. Sous l'œil des dieux, et parfois sous celui de la communauté restreinte, ils s'unissaient sur une couche de fleurs, entre les statues des divinités. Un mélange de spiritualité et de sensualité, où le plaisir était perçu non pas comme un péché, mais comme un pont vers le divin. Une anecdote étrange, rapportée par un chroniqueur chrétien anonyme du XIe siècle, raconte qu'un prêtre de Freyr aurait consacré un chant en y marchant nu, suivi d'une prêtresse nue elle aussi. Tous deux devaient bénir la terre par leur présence charnelle. Une mise en scène ou un acte sacré. Difficile à dire, mais le chroniqueur, horrifié, qualifia l'événement de « luxure drapée dans des feuilles ».
Il y a aussi ces chants anciens, transmis de bouche à oreille, qui parlent du souffle de la graine, de la chaleur de la sève et du rire de la terre mouillée. De la poésie païenne? Bien sûr, mais aussi une manière d'exprimer une vérité simple. Pour les anciens nordiques, le sexe était sacré, vivant, cyclique, aussi naturel que la pluie et le soleil. Dans un coin du sanctuaire, vous trouvez un coffret. À l'intérieur, des fragments de lin brodés de symboles, spirales, gouttes, vagues, torsades. Certains experts pensent qu'il s'agissait de tissus posés sur le lit conjugal pour bénir les unions. D'autres y voient des éléments de costume pour les prêtres de Freyr. Un de ces fragments porte l'inscription « Qu'il donne, qu'elle accueille, que la vie circule ». Pas très subtil, mais efficace. Et puis, il y a cette étrange statuette retrouvée à Uppsala, une figure humaine avec un visage serein, des seins et un pénis, un corps double. Freyr question, Mark Freyja. Les deux, un message clair. La fertilité n'a pas de genre fixe, une idée que beaucoup de sociétés modernes mettront des siècles à envisager. Vous êtes toujours dans ce sanctuaire. Le feu crépite doucement. Vous sentez une forme de paix étrange, comme si les tensions du monde extérieur n'avaient pas de place ici. Un lieu où le désir n'est pas honteux, mais sacré. Où la honte n'existe pas. Où les corps parlent un langage ancien, simple et rassurant. Freyr, dans les sagas, est souvent décrit comme le dieu qui fait rire les femmes et reverdir les champs. Une mission honorable en fin de compte. Et peut-être la clé d'un sommeil serein. Fermez les yeux. Écoutez le chant du bois. Laissez-vous bercer par cette idée douce qu'il fut un temps, dans un recoin de Scandinavie, où le plaisir était une prière. Et maintenant, tout se calme. Les vents s'éloignent. Les torches s'éteignent une à une. Les chants vikings s'effacent dans le lointain, comme une brume qui recule doucement au lever du jour. Vous vous sentez plus léger, plus tranquille. Ce monde rugueux, avec ses rites, ses contradictions, ses excès, a finalement déposé ses armes. Votre esprit flotte quelque part entre les peaux de bêtes et les runes anciennes, entre les murmures d'un sanctuaire et les secrets d'un foyer de bois. Loin du jugement, loin des cris. Il ne reste plus que la respiration du feu, le bruissement de la mer et peut-être un sourire ancien. Laissez les images s'éteindre doucement. Le regard d'une prêtresse, la douceur d'un drap, le son d'une corne au loin. Vous êtes en sécurité. Ralentissez, respirez, endormez-vous doucement. Et souvenez-vous que même chez les Vikings, il y avait de la tendresse.